Bien, bonjour à tous. Simplement quelques mots d'introduction. Au nom de la présidente de l'Association française des juristes d'entreprise, Stéphanie Fougou, euh, on est ravis de vous accueillir. Au nom de la secrétaire générale Anne-Laure Pellet qui est là, de notre responsable formation Charlotte Pinguet qui nous a rejoint il y a peu de temps. Donc on vous remercie d'être aussi nombreux. Alors simplement, je voulais vous dire que vous vivez des moments historiques, live comme on dit en anglais, puisqu'on a eu le texte de loi à 7h40 ce matin, et que grâce à l'efficacité de la maison Vogel et Vogel, vous aurez chacun une copie dans le courant de la matinée du texte donc, qui fait 35 ou 40 pages. On n'a pas eu le temps de lire entre 7h40 et maintenant, mais bien sûr, il y a un certain nombre d'actions dont je vous parlerai ensuite qu'on va mener. Alors, simplement, quelques mots de remerciement pour le cabinet Vogel et Vogel, pour leur fidélité aux actions de l'Association française des juristes d'entreprise. Euh, Aussi pour le professeur Tournafond, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui va intervenir sur les aspects de droit civil. Donc un grand merci pour avoir organisé cet atelier dans ce lieu magnifique. Et à titre personnel, je voudrais remercier le président Vogel, qui est un ami de longue date de la FJE, puisque j'ai le souvenir qu'il avait fait un discours remarqué lors d'une assemblée générale. À l'époque, c'était le président Jean-Charles Savouret. En fait, il y a aussi des liens avec les notaires, des deux côtés d'ailleurs, entre parenthèses. Donc c'est un plaisir, un honneur pour moi, en tous les cas, d'assister. Et je vais tout de suite vous laisser la parole. Ça marche? Ah, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste dire quelques mots euh, d'introduction. C'est plutôt une opinion, c'est pas une opinion doctrinale, c'est plutôt une opinion générale par rapport à ce texte qui nous poursuit maintenant depuis plusieurs mois. Je vous le dis d'emblée, je suis absolument défavorable à tout ça, donc vous pourrez relativiser ce que je dis pour finalement vous faire une opinion objective. Je voudrais faire trois observations brèves. Il faudra que je vous quitte après. D'abord, dire un mot sur le calendrier. Donc, comme Maurice Bensadoun vient de le rappeler, ça vient de sortir ce matin, donc on est en train de l'imprimer. Donc, on est en pleine actualité, on n'a pas fait exprès. Ensuite, une observation de méthode et une observation de fond. Alors, en ce qui concerne le calendrier, l'ancienne garde des Sceaux avait été autorisée, je vous le rappelle, par une loi du 16 février 2015 à réformer par voie d'ordonnance l'ensemble de notre droit des contrats. En février 2015, un projet d'ordonnance a été publié, qui dès le départ était loin de faire consensus, un projet d'ordonnance de près de, qui est là, de 300 articles. Donc c'est vraiment une réforme de fond, c'est pas une réformette comme on a l'habitude d'en faire dans notre pays. Ce projet a fait l'objet d'une consultation publique, des citoyens, des professionnels, des experts, des universitaires, des praticiens, mais une consultation publique beaucoup plus alibi que réelle, très tardive et ultra rapide. On pouvait même se dire, au début c'était pas prévu, et comme quand même, code civil c'est pas n'importe quoi, j'allais presque dire n'importe qui, eh bien on s'est dit mais il faut consulter en vitesse pour qu'on ait au moins l'air d'avoir fait quelque chose. Alors, par rapport à cette consultation, le gouvernement annonce qu'il a amélioré le texte initial, mais il n'est absolument pas garanti que la chancellerie ait tenu compte de toutes les critiques. Il y en a eu un énorme nombre qui ont été formulées par les différents contributeurs. L'ordonnance portant donc réforme du droit des contrats a été présentée par le nouveau garde des Sceaux lors du dernier Conseil des ministres, 10 février 2016. Il était grand temps de le faire, parce que sinon l'autorisation tombait. Et elle n'a toujours pas été publiée, elle vient de l'être ce matin. Et il semble que toutes les principales dispositions du projet, mais comme Maurice Bensadoun l'a rappelé, on n'a pas eu le temps de vérifier, mais c'est essentiellement ce qui a été soumis à l'origine. Voilà, vous verrez. On connaissait certaines modifications dont les différents intervenants vont vous parler, mais globalement, c'est la même chose. La publication de l'ordonnance devait effectivement intervenir avant le 15 février, d'où cette vitesse, cette précipitation. Le dépôt d'un projet de loi de ratification doit avoir lieu ensuite dans les 6 mois pour que le Parlement exerce
un droit de regard minimum sur le texte. Mais généralement, c'est formel. La chancellerie a indiqué qu'au vu de l'ampleur de la réforme, une entrée en vigueur différée du texte et la rédaction des dispositions transitoires était envisagée. Et, Maurice, donc c'est prévu, l'entrée en vigueur pour le 1er octobre 2016. Voilà. Certains voulaient que ça entre en vigueur dès juillet 2016. Enfin, bon. Donc là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle, 1er octobre 2016. Enfin, dernière nouvelle, c'est que, vu que cette méthode fonctionne du point de vue du gouvernement, eh bien, le garde des Sceaux a annoncé la soumission à consultation publique, dans les semaines qui viennent, de l'avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile. Donc, on recommence et on va encore faire mieux. Alors, l'observation de méthode. Je trouve que la méthode n'est pas bonne. Je dirais quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on traite d'un texte aussi important. Il a été rédigé dans le plus grand secret, sans discussion ni réelle consultation du monde des affaires. Et la voie choisie, la réforme par voie d'ordonnance, a beaucoup d'inconvénients. Parce qu'il autorise à réécrire 300 articles, sans travaux préparatoires, sans guide d'interprétation. Vous verrez que tout à l'heure, les intervenants vous en parleront, mais enfin, ce n'est pas un texte qui est d'une clarté absolue. Donc il va laisser les juges complètement démunis et les justiciables encore plus. Hein. Alors, moi, je trouve qu'il n'apparaît ni sage, ni démocratique, d'un point de vue politique, de réformer la constitution civile de notre pays comme ça, à la légère. C'est quand même pas n'importe quel texte. Et je trouve aussi que les enseignements modernes de la sociologie de la décision, ce n'est pas seulement de l'attachement historique, hein, mais montrent que la contradiction est le meilleur moyen d'améliorer un texte. Ici, il n'y a pas de discussion. Il n'y a rien eu. Et on ne sait même pas ce que sont devenues les observations unilatérales qui ont été faites. Donc je trouve qu'on s'est privé d'une chance d'améliorer notre droit. Peut-être fallait-il remettre à jour des dispositions anciennes, tenir compte de la jurisprudence, etc. Mais je trouve que la façon dont on le fait n'est pas la bonne. Et je voudrais simplement rappeler que Bonaparte, en 1804, il avait fait appel à un comité de rédaction, composé de praticiens, c'est des hommes de loi et des praticiens, ils étaient tous avocats. Ils avaient, à l'époque, le juriste d'entreprise n'existait pas encore, sinon il y aurait eu des juristes d'entreprise. Et on n'en doute pas. Il avait pris soin de prendre des gens du Nord et des gens du Sud, justement pour que toutes les traditions juridiques de notre pays soient représentées. Donc le travail avait été fait très sérieusement. Avec l'aide des tribunaux. Avec l'aide des tribunaux, parce que tous les tribunaux ont été consultés. Donc les magistrats les praticiens de l'époque, les seuls existants, avaient fait un projet, les tribunaux ont été consultés. Bonaparte a assisté à un grand nombre de séances du Conseil d'État, et très souvent, il admettait les points de vue des différents intervenants, il n'a pas imposé son point de vue. Donc le Code civil, ce n'est pas le Code opinion Napoléon Bonaparte. Hein. Le Code civil, c'était le fruit d'une longue discussion, d'une grande préparation, à partir justement de l'expérience réelle des opérateurs. On parle aujourd'hui des opérateurs économiques. Le Sénat, d'ailleurs, dans sa sagesse, a désapprouvé la méthode employée, à l'unanimité moins une voix. Je ne sais pas lequel s'est trompé de bouton. Voilà, donc ce que je vous dis, voilà, sur la méthode, je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, que ce n'était pas la peine de procéder comme ça. Je pense que même s'il fallait réformer notre droit, la façon dont on l'a fait n'est pas la bonne. Ensuite, sur le fond, une observation rapide, puisque les intervenants vont vous parler amplement du fond. Je voudrais simplement vous lire le compte-rendu, le communiqué qui a été publié à l'issue du Conseil des ministres hier. Alors, je lis, je cite, « L'ordonnance est le fruit d'une dynamique constructive, associant théoriciens et praticiens du droit et des affaires. » Je ne sais pas si les praticiens sont beaucoup intervenus là-dedans. « Pour élaborer un outil conceptuellement solide et concrètement performant. Et il constitue un texte cohérent, à même de répondre aux attentes de l'ensemble des parties intéressées, en leur offrant un droit sûr, efficace et en même temps protecteur. » Ce sont les trois termes que je voudrais interroger. Cette réforme aurait donc trois avantages. Elle doterait notre pays d'un droit plus lisible, plus sûr, plus protecteur et plus attractif. La réforme rend-elle notre droit plus lisible et plus accessible? Je ne le pense absolument pas. Le projet, l'ordonnance aujourd'hui,
propose de remplacer des concepts précis qui ont été définis par une abondante jurisprudence. Justement, s'il fallait mettre en forme la jurisprudence, eh bien, il fallait en tenir compte et pas faire ce qu'on a fait là. Qu'on a remplacé par des notions floues, au caractère complètement incertain, et qui vont constituer autant de difficultés d'interprétation, de mise en œuvre. Enfin, pour les avocats, c'est peut-être pas plus mal. Ces nouveaux concepts devront être interprétés sans l'aide de travaux préparatoires, ce qui rend la chose encore plus incertaine, plus difficile. Et je ne citerai qu'un exemple ici, parce qui a été maintenu. Pourquoi avoir abandonné les notions de cause et d'objet du contrat et de l'obligation pour celles de contenu du contrat dont personne précisément n'arrive à cerner le contenu, hein. Si vous avez lu les travaux en doctrine, enfin ça donne lieu à des discussions interminables. Donc au lieu de simplifier les choses, de faire le point de la jurisprudence, à partir du stock de décisions dont on disposait, on part sur complètement autre chose, donc à la limite, la jurisprudence passée ne sert à rien. La réforme rend-elle notre droit plus protecteur? C'est quand même, c'est ça l'inspiration du texte, on veut protéger les parties faibles. Là encore, la réponse, à mon sens, est complètement négative. Donc même, je me mets dans la ligne du texte, dans la ligne idéologique de ce texte, je trouve qu'il n'atteint pas son objectif. Donc je ne critique pas de l'extérieur, je critique de l'intérieur. Si j'avais voulu faire ce que la garde des Sceaux voulait faire, c'est pas comme ça que je m'y serais pris. Le projet d'ordonnance, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fragilise le contrat dès sa formation. Pourquoi? Ben, on introduit le principe de bonne foi dès ce stade. Et il introduit en fait une faculté de remise en cause généralisée des contrats, ce qui est très mauvais pour les opérateurs. Les opérateurs détestent l'instabilité. Je trouve que c'est un choix, c'est pas un choix de juriste, c'est un choix de politique. Il étend le vice de violence à l'abus de dépendance à l'état nécessité. Il sanctionne les clauses jugées abusives dans les contrats d'adhésion. Il consacre la théorie d'imprévision. Vous verrez, il y a des nuances dans tout ça, mais ils en parlent. Comme d'habitude, moi ça me rappelle le droit du cautionnement. Trop de protection tue la protection. Quand on a voulu protéger la caution, à la limite, elle pouvait sortir de son contrat comme elle voulait, ben, on a inventé la garantie à première demande. Les opérateurs ne restent pas figés dans un état de droit qui ne les satisfait pas. Ils vont inventer autre chose et développeront autre chose, et le législateur devra suivre. Cette protection du contractant supposé faible risque en réalité, comme d'habitude, de se retourner contre lui. C'est celui qu'on voulait protéger qui sera la première victime de ce texte, parce qu'il va inciter les entreprises, notamment, à ne pas contracter avec des partenaires économiquement dépendants. C'est aussi simple que ça. Ou à veiller à faire très attention aux engagements qui sont insérés dans ce type de contrat. Plus généralement, un droit imprévisible n'est pas un droit protecteur. La première protection, c'est la sécurité juridique. Quel que soit l'opérateur, quelle que soit sa taille, faible ou pas faible, le droit doit être neutre pour que ça fonctionne, pour qu'il soit efficace d'un point de vue économique. Et là encore, je ne citerai qu'un exemple, c'est celui du vice de violence économique. Alors, selon l'ordonnance, un contrat peut être annulé lorsqu'une partie abuse de l'état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l'autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n'aurait pas souscrit si elle ne s'était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. Mais qu'est-ce qu'un abus? Qu'est-ce qu'un état de nécessité? Qu'est-ce qu'un état de dépendance? Pour avoir expérimenté ces notions en droit de la concurrence, je peux vous dire, l'état de dépendance, personne n'a réussi à définir ce que c'était. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Où s'arrête, ou comment, en droit, on a besoin de répondre par oui ou non à un moment donné. Où s'arrête la non-dépendance, où commence la dépendance? Alors, cette disposition-là que je viens de lire a aussi été reprise parce que le compte-rendu, pour expliciter les choses, je le cite, compte-rendu du Conseil des ministres, la réforme protège la partie faible en sanctionnant par la nullité l'abus de dépendance d'une partie. Par exemple, la cession des droits d'auteur d'un salarié à une entreprise qui n'aurait été obtenue que dans la crainte d'une compression de personnel sera nulle. Ah ouais, ils ont recopié Bon. Alors, enfin, et à mon sens c'est le plus important, cette réforme rend-elle notre droit plus attractif? Eh bien la réponse elle est clairement négative. Hein. En réalité, je l'ai déjà dit d'emblée, cette réforme repose sur un choix idéologique. Ce choix, c'est celui de l'économie administrée. On pense mieux faire que les opérateurs privés qui sont sur le marché. C'est celui du solidarisme contractuel.
au détriment de l'économie de marché et au détriment de l'autonomie de la volonté. La liberté est sacrifiée au nom de principes théoriques, peut-être très généreux, mais qui vraiment sont le fait de personnes qui n'ont pas l'expérience de la vie réelle. Tout ceci va faire de notre droit un droit très peu efficient du point de vue économique et un droit très peu attractif dans les rapports internationaux. Aujourd'hui, la France n'est pourtant pas si mal placée s'agissant de l'application du droit français et de la compétence des tribunaux français dans les rapports internationaux. Quand vous lisez le rapport de Doing Business, qui est souvent critique à propos de notre droit, mais pas pour le droit du travail, etc. Bon, mais, donc, dans la dernière édition 2015, notre pays se classait en 31e position en termes de réglementation d'affaires, ce qui n'est pas fantastique, mais il se positionnait au 10e rang s'agissant de l'exécution contractuelle et du commerce international. Donc notre droit dans les rapports internationaux était relativement compétitif. Est, pour l'instant, relativement compétitif. Ce projet, ce texte, risque de changer la donne. Que risquera le co-contractant étranger s'il soumet son contrat à ce nouveau droit français des contrats? Le juge pourra contrôler son intention. C'est très difficile à faire, ça. Le juge pourra annuler les engagements d'un co-contractant dépendant. On a vu il y a 2 minutes que ça va être compliqué. Le juge pourra apprécier l'équilibre entre les droits et obligations des parties dans tout contrat d'adhésion, y compris entre professionnels. Et nous avons déjà une disposition dans notre droit, le déséquilibre significatif, et je peux vous dire qu'il donne lieu à une jurisprudence complètement incompréhensible. Ah oui. Le juge pourra mettre fin au contrat dès lors qu'il ne sera plus rentable pour le partenaire. Y a-t-il beaucoup d'entreprises, françaises ou étrangères, qui prendront le risque de soumettre leur contrat international à un tel droit? À mon avis, la réponse, c'est non. Elles préféreront un droit plus souple, elles préféreront un droit plus sûr, elles préféreront un droit plus respectueux de leur volonté. Et je vais vous donner un exemple, je finirai par là, c'est celui du droit allemand. Le droit allemand comporte un contrôle des clauses abusives par le juge qui est très très poussé. Et ça c'est une expérience tout à fait réelle. Qu'ont fait les entreprises allemandes dans leurs contrats internationaux? Elles ont fui le droit allemand. Il n'y a plus une entreprise allemande aujourd'hui qui soumet son contrat international au droit allemand des obligations. Elles le soumettent au droit suisse. Voilà. C'est la même chose que le droit allemand avec le contrôle des clauses abusives en moins. Donc c'est pas compliqué. Donc ce qui est en train de se passer en Allemagne, ça va se passer chez nous. Donc on a un exemple très concret de ce qui va arriver. C'est pas de la théorie générale, c'est effectif. Que fait le législateur allemand? Eh bien il va réformer son droit. Voilà. Et nous avons vu le changement complet dans la soumission à la loi des opérateurs pour le monde entier. Eh bien, ils sont passés du droit allemand. Alors, les Allemands étaient attachés à leur droit. Hein. C'était justement la chose qu'il ne fallait pas discuter avec un Allemand. Eh bien, ils ont complètement changé de position. Et ils sont passés au droit suisse. Voilà. Donc, ce que je pense, pour finir, c'est que, bien dans la concurrence internationale des droits des juges, qui est quand même c'est plus qu'une annonce, c'est la réalité aujourd'hui. Eh bien, cette réforme n'est pas un atout pour notre droit, mais plutôt un handicap. Voilà, merci. Bien, je vais essayer de compléter ce qu'a dit mon frère en donnant un peu un aspect, une vision de notre expérience en tant qu'avocat de droit économique et comment on réagit par rapport au texte dans notre domaine d'activité. Alors la première réflexion qu'amène ce texte, en plus de ce que vous a dit mon frère, c'est que on peut se demander aussi si la réforme du droit commun des contrats, est-ce que c'est vraiment ça le problème du droit des contrats en France? À mon avis, non. Quand on conseille des entreprises et quand on fait des procès pour elles, on est rarement confronté à des problèmes liés au droit civil des contrats. Ah, pardon, sinon je vais prendre un autre micro. Attendez, si vous voulez approcher plus près, peut-être. Oui, voilà. Je crois que c'est juste... Oui, est-ce que ça va mieux? Oui, très bien. Donc, en fait, les problèmes qu'on rencontre en droit des contrats, ils ne sont pas tellement liés au droit civil des contrats, dans 95% des cas.
c'est plutôt les problèmes qu'on rencontre en pratique, en conseil ou en contentieux. Ils sont liés plutôt à toutes les réglementations qui se sont ajoutées au droit civil des contrats. En pratique, entre fournisseurs et distributeurs, ce n'est pas le code civil qui nous pose problème. En revanche, le code civil nous arrange très bien. Et le droit français du code civil en matière de distribution est très compétitif. Les gens qui ont rédigé le code civil étaient des gens très intelligents, et c'était des libéraux français de la fin du XVIIIe siècle. Donc le droit civil des contrats ne nous dérange pas dans les contrats de distribution entre fournisseurs et distributeurs. Ce qui nous dérange, c'est la loi Hamon. C'est le fait que, telle qu'elle est interprétée, elle nous impose une intangibilité du prix pendant toute une année, sans avoir le droit, selon l'administration, de le changer. Ce qui nous ennuie, c'est le fait d'avoir à faire une convention unique entre fournisseurs et distributeurs. Ce qui nous ennuie dans les contrats de transport, c'est la loi Guesso. Ce qui nous ennuie aujourd'hui aussi dans un an dans les contrats de distribution, c'est la loi Macron, qui va imposer toutes sortes d'obligations. C'est pas Portalis qui a inventé la loi Macron. Donc ça, c'est un premier problème. Donc je pense qu'on ne traite pas des vrais problèmes du droit français des contrats d'aujourd'hui, qui devraient être réformés, mais en matière de droit commercial des contrats. L'autre problème, c'est que dans notre pays, on attache toujours trop d'importance au texte. C'est-à-dire on croit qu'on va changer les choses, améliorer les choses en changeant un texte. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que le plus important dans la vie des affaires, pourquoi on a des problèmes? On a des problèmes de sécurité juridique dans le droit des contrats, parce qu'on n'a pas de jurisprudence unifiée sur beaucoup de questions. On a des courants de jurisprudence différents de la Cour de cassation sur beaucoup de questions de droit des contrats. Si je résilie un contrat pour faute grave, il y a une chambre de la Cour de cassation qui va me dire que j'ai le droit de le faire sans faire attention aux conditions de la clause résolutoire, et il y a une autre chambre qui va me dire « Ah, attention, si vous résiliez pour faute grave, il faut respecter tout le formalisme de la clause résolutoire. » Si j'ai des problèmes aujourd'hui en matière de jurisprudence, c'est aussi en raison des erreurs de droit qui figurent dans les arrêts. La Cour de cassation commet beaucoup d'erreurs de droit, qu'elle rectifie après. Mais pendant plusieurs années, on vit avec des erreurs de droit aussi importantes que la... rétractation du promettant, c'en est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a l'enrichissement sans cause qui est mal appliqué, qui a été mal appliqué dans les rapports fournisseurs-distributeurs. Il y a la condition purement potestative où la Cour de cassation s'est trompée entre le débiteur et le créancier. Donc c'est pas un droit de bonne qualité. On a aussi le fait que nos juridictions sont très peu spécialisées, qu'une fois que nos juges sont spécialisés en droit des contrats, on les change d'affectation et il faut tout recommencer à zéro. Le fait que nos juges sont très loin du monde des affaires, qu'ils en sont très éloignés, qu'ils s'en méfient, qu'il n'y a pas de coopération, c'est ça qui est mauvais, qu'il faudrait changer. Et c'est pas en changeant le texte qu'on va changer tout ça. Alors c'est un peu dommage aussi parce que cette réforme du droit des contrats, il y a beaucoup de bonnes choses dans la réforme. Si on regarde les 300 articles, il y en a qui sont favorables à la vie des affaires. Mais le problème, c'est qu'ils sont tout cet effet positif, il est annihilé par des choses importantes qui sont changées et qui sont nuisibles au droit des affaires. Alors dans les choses positives, quelques exemples, c'est qu'on a codifié, par exemple, le droit de résiliation unilatérale pour faute grave. Bon, ça c'est bien. Chose négative, c'est qu'on a rajouté un formalisme, on le soumet à une mise en demeure. Très formaliste en plus, la mise en demeure. Donc on partait d'une bonne chose dans la vie des affaires, mais avec ce formalisme, on a réduit l'effet positif à néant. Un cas positif, c'est qu'en matière de résolution, jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation ne tient pas compte de la réalité, puisqu'elle considère en matière de résolution pour vice caché, qui peut intervenir plusieurs années après la vente, il faut que le vendeur doit restituer 100% du prix, et il récupère un produit, ça peut être un navire par exemple, ou un camion dévalorisé. Donc en fait, l'acheteur a intérêt à inventer n'importe quel vice caché, même fictif, et le vice caché en France est reconnu très facilement, pour faire une bonne affaire. Donc ça, l'ordonnance le change, c'est bien, mais le problème c'est que ces petits effets positifs, ils sont annihilés par les effets négatifs très importants. Alors pour moi, en tant qu'avocat, mais nous reviendrons plus sur le détail, mais en tant qu'avocat, en matière de droit économique, il y a deux grandes séries de choses qui ne vont pas à mon avis. C'est que d'abord, on a importé
dans le droit civil des concepts de droit spécial, alors que ces concepts ont montré qu'ils n'étaient pas bons. Et ces concepts, c'est quoi? C'est la clause abusive, c'est la rupture de relation et c'est la dépendance économique. Alors là, l'expérience que nous avons de ces trois concepts en matière de droit des pratiques restrictives ou de droit à la consommation, selon le cas, montre que c'est très très dangereux de généraliser ces concepts au droit commun. Alors, si je prends la clause abusive, et j'insisterai peut-être le plus sur la clause abusive, c'est que on a un droit spécial des clauses abusives actuellement. Ce droit spécial, c'est dans les relations entre professionnels et consommateurs d'abord. C'est normal puisque le consommateur est en situation d'infériorité, il faut le protéger. Et on a aussi un droit spécial en droit des pratiques restrictives sur les clauses abusives entre professionnels, l'article L442-6 du Code de commerce. Maintenant, l'ordonnance généralise ce droit des clauses abusives à tous les contrats. Et dans la dernière version du texte qu'on a découverte ce matin, il est marqué, c'est le nouvel article 1171 du Code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Alors, en fait, on s'est beaucoup inspiré ici du droit de la consommation et on l'étend donc au droit commun des contrats. Et alors, le grand problème qui va se poser, c'est est-ce que dans les contrats d'affaires, on va appliquer cette règle générale? Ou est-ce qu'on va continuer à appliquer de façon spéciale l'article L442-6 du Code du commerce? On n'en sait rien, le texte ne dit rien. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que le communiqué du Conseil des ministres de hier donne comme exemple de l'application du nouveau texte le cas d'une PME qui est obligée d'accepter les conditions générales de vente de son vendeur et qui donc va pouvoir invoquer le fait que dans ces conditions générales de vente, certaines clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Donc pour le communiqué de presse, cette disposition de droit commun va s'appliquer de façon générale, nonobstant l'article L442-6. Donc la question est de savoir quand est-ce qu'on va appliquer le droit commun, quand est-ce qu'on va appliquer l'article L442-6, personne n'en sait rien. Peut-être que, et on va plaider là-dessus pendant des années sans doute, hein, peut-être que la différence sera que dans un contrat d'adhésion simple, on applique le droit commun. En revanche, lorsque la partie forte a soumis le co-contractant à des clauses déséquilibrées, on va appliquer l'article L442-6, parce que dans L442-6, il y a marqué qu'était abusif le fait de soumettre ou tenter de soumettre à. Donc il va falloir qu'on fasse la différence. Quand est-ce que je suis dans un contrat d'adhésion simple et quand est-ce que je suis dans un contrat dans lequel l'autre partie me soumet encore plus fortement à accepter son contrat. Alors tout ça est très inquiétant parce que il va y avoir des conflits de ce type parce que les deux régimes ne sont pas les mêmes. Dans le régime de droit commun, on l'a vu, on applique le droit de la consommation. Donc on n'a pas le droit de remettre en cause l'objet du contrat ou l'adéquation du prix. Dans le régime L442-6, que nous vivons tous les jours, certains juges considèrent qu'on a le droit de remettre en cause le prix, et d'autres juges sont un peu plus subtils mais arrivent au même résultat. La Cour d'appel de Paris dit qu'on a le droit de remettre en cause les clauses relatives au prix. Mais une clause de remise est une clause relative au prix. Donc le juge arrive à remettre en cause le prix. Donc c'est quand même étrange quand dans une économie de marché, entre professionnels, le juge remet en cause le prix. Et on arrive à ça. Donc, selon qu'on aura envie de remettre en cause le prix ou pas, le plaideur va invoquer le droit commun ou il va invoquer L442-6. Donc c'est absolument terrible. Et nous on fait beaucoup de procès pour défendre des entreprises contre des associations de consommateurs. Les associations de consommateurs attaquent les contrats pour clauses abusives. C'est très très facile d'attaquer un contrat pour clause abusive. Et comment est-ce que fait l'UFC Que Choisir ou la CLCV? Elle attaque 45 clauses. Quand elle attaque 45 clauses, même quand vous gagnez votre procès, vous perdez sur une clause. Parce que vous devez vous défendre contre 45 clauses, même pour le juge, c'est affreux. Et vous avez 45 procès dans le procès.
Et c'est comme ça que ça va se passer. Et savoir si une clause est déséquilibrée ou pas, en pratique, en droit à la consommation, il arrive fréquemment que le tribunal de première instance donne une solution, la cour d'appel dit autre chose, la cour de cassation dit autre chose, la cour de renvoi dit encore autre chose. Donc c'est vraiment un nid à contentieux. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, c'est la disposition la plus grave du texte. Et comme le disait mon frère, c'est la disposition qui fera que les entreprises vont fuir le droit français. Parce que lorsqu'on négocie un contrat international, et lorsqu'on discute avec les avocats, chaque avocat veut vendre son droit. Les Anglais vont avoir beau jeu de dire que le droit anglais est beaucoup mieux que ça. Eux, ils ont simplement un droit des clauses abusives en matière de responsabilité, mais pour tout le reste, ils n'en ont pas. En plus, leur loi prévoit que dans les rapports internationaux, ça ne s'applique pas. Donc les Anglais vont dire, prenez le droit anglais. Les Suisses vont dire, prenez le droit suisse. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On devra même conseiller à nos clients, et d'ailleurs les grandes entreprises françaises, fournisseurs, dans leurs contrats de distribution à l'étranger, ne prennent plus le droit français. Elles prennent déjà le droit suisse avec arbitrage à Genève. Donc ça, c'est vraiment le plus grave dans le texte. Alors, quel conseil on peut donner? On peut donner comme conseil d'abord qu'il faut négocier les contrats, ou il faut faire semblant de négocier les contrats. Alors, par exemple, il y a un procès actuellement entre Apple devant le tribunal de commerce de Paris et les 4 opérateurs de téléphonie, Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR. Et dans ce procès, Apple est assigné pour clause abusive. Et qu'est-ce que fait Apple maintenant dans les nouveaux contrats? Ils essayent de négocier le contrat. Donc comment ils font? Ils envoient un projet de contrat absolument affreux, avec des clauses inacceptables. Et donc les opérateurs, ils sont obligés de négocier parce qu'ils ne peuvent pas dire j'accepte une clause inacceptable. Et donc Apple a ainsi la preuve que le contrat a été négocié. Donc on va aboutir à des comportements pervers de ce type pour arriver à montrer que le contrat a été négocié, ce n'est pas un contrat d'adhésion. Ensuite, autre précaution, il ne faut pas, dans les négociations, il faut dire aux opérationnels, n'essayez pas d'obtenir n'importe quel avantage à tout prix, parce que c'est illusoire. Vous allez obtenir un avantage, mais le juge va le remettre en cause tout de suite. Donc ça, il faut dire aux opérationnels, ne négociez pas n'importe comment. Ça ne sert à rien. Et troisième chose, il faut rédiger les contrats autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contrats, on les rédige la partie forte le rédige en sa faveur. Mais ça ne sert plus à rien. Il faut rédiger le contrat de façon équilibrée et il faut montrer dans le contrat tous les avantages qu'apporte le contrat à l'autre partie. Donc il faut éviter les clauses unilatérales. Lorsqu'il y a une clause de résiliation pour un fait, il faut que réciproquement ce fait permette la résiliation à l'autre partie. Lorsque on décrit les avantages du contrat, le fournisseur doit montrer tout ce qu'il donne au distributeur. Parce que sinon le distributeur pourra dire facilement ce contrat est déséquilibré. Et il faut aussi donner des avantages dans certaines clauses, puisqu'on peut rattraper une clause abusive par une contrepartie dans une autre clause. Donc ça, c'est des conseils pratiques. Alors un autre problème qu'on a, c'est qu'on a prévu dans le projet d'ordonnance qu'il est prévu que lorsqu'on résilie un contrat, il faut respecter un préavis raisonnable. Là, le risque qu'on a, c'est que dans tous les contrats, on va se retrouver avec l'obligation de respecter un préavis et on va sans doute s'inspirer de L442.6 parce que c'est un peu le même esprit. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un allongement des préavis en droit français dans tous les contrats, y compris entre non-professionnels. Donc, ça, c'est très très ennuyeux parce que notre droit va devenir encore plus rigide. On va devoir rester en relation encore plus longtemps avec des partenaires, même s'ils ne sont pas performants. Donc la rigidité qu'on a déjà à cause de L442.6, où les délais de préavis vont maintenant jusqu'à 3 ans, on va la retrouver dans tous les contrats. Donc ça aussi, c'est pas du tout une bonne idée. Et là, le conseil qu'il faut donner en pratique aux opérationnels, et ça va être étendu. Alors, les avocats vont être protégés aussi par les avocats ne sont pas protégés, par exemple, par L442.6, mais ils vont être protégés par le droit commun des contrats. Donc, une entreprise qui veut changer d'avocat ne pourra plus le faire du jour au lendemain. Elle va devoir respecter un préavis tenant compte de la durée raisonnable des relations. Même chose avec un notaire. Si vous n'êtes pas content de votre notaire, vous devrez respecter un préavis très long. Vous ne pouvez pas changer de notaire, sauf à prouver une faute grave. Même chose avec les conseils en propriété intellectuelle, les conseils en brevet. On ne pourra plus changer
du jour au lendemain de conseil. Donc, et c'est avec tous les partenaires non soumis à L442-6. Donc là, il faudra dire aux opérationnels, ne faites pas de droit. Le droit, il faut le laisser aux juristes. Lorsque dans le contrat, il y a marqué le contrat peut être résilié avec un préavis de 3 mois, ben, ça sera plus vrai. Si les relations ont duré pendant 50 ans, ça sera un préavis de 2 ans, 3 ans qu'il faudra respecter. Et donc, il ne faut pas croire ce qui est écrit dans le contrat, il faut croire ce qui est écrit dans la loi telle qu'elle est interprétée par le juge. Dépendance économique, mon frère vous en a parlé, ça c'est une très mauvaise chose, parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie pratique lorsqu'on protège quelqu'un pour dépendance économique? Alors bien entendu, lorsqu'il n'y a pas le choix, si on protège les salariés, tous les salariés, bon, on n'a pas le choix, ils sont protégés. Mais lorsque on protège uniquement les gens en situation de dépendance économique, en pratique, nous on a vécu 2 expériences. Dans tous les territoires d'outre-mer où on a introduit un droit de la protection des opérateurs en dépendance économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les importateurs, les distributeurs ont immédiatement arrêté de travailler avec les fournisseurs dépendants avant l'entrée en vigueur de la loi. Ou bien en France, quand il y a eu des idées de dépendance économique, lorsque les textes sont entrés en vigueur, la grande distribution a instauré des seuils de dépendance. Si on dépassait 40% dans le chiffre d'affaires d'un fournisseur, on arrêtait de travailler avec ce fournisseur. Et donc cette loi, nous on a eu des cas où des fournisseurs ont été déréférencés parce qu'on avait atteint le seuil de dépendance. Donc ça a eu l'effet contraire, c'était que la grande distribution ne travaillait plus avec ces gens-là. Donc c'est absolument très très mauvais. Alors maintenant, ça c'était un peu notre expérience du fait de l'importation dans le droit commun des contrats de concepts mal appliqués en droit commercial. Maintenant, il y a également le problème de concepts propres au droit commun des contrats qui, à notre avis, ne sont pas bons pour la vie des affaires. On a le devoir d'information qui va être très très élargi. Je ne rentre pas dans le détail, le professeur Tournefond ou M. Bensadoun le feront sans doute. Mais là, il va falloir, je vous donne simplement le conseil, en raison de ce devoir d'information très très lourd qui va peser sur le co-contractant, il va falloir, dans la phase précontractuelle, il va falloir faire en sorte de se ménager la preuve qu'on a informé l'autre partie sur des choses importantes. Et si on n'a pas l'information, il faut la trouver. Et il faut à tout prix documenter le fait qu'on l'a informé. Donc on risque d'avoir le genre de document d'information précontractuelle qui existe, loi Doubin, qu'il faudra généraliser dans les contrats d'affaires pour être sûr qu'on a bien informé l'autre partie. Sur la fixation unilatérale du prix, là on a un problème, c'est que le nouveau droit a tendance à faire à augmenter le pouvoir du juge en matière de contrôle de la fixation unilatérale du prix, puisque actuellement le juge, en cas de fixation unilatérale du prix par le fournisseur par exemple, ne peut contrôler que l'abus, et la seule chose qu'il puisse faire, c'est ordonner la résiliation du contrat ou des dommages-intérêts. Là, le juge pourra aller beaucoup plus loin, et il aura beaucoup plus de pouvoir, et il pourra fixer le prix en fonction de critères assez flous. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez mauvais. L'imprévision, je ne rentre pas dans le détail non plus, mais ça, tout seul, peut-être que l'imprévision, ça irait, mais avec tout le reste de remise en cause de la volonté des parties, c'est vraiment encore la goutte qui fait déborder le vase, parce qu'encore une fois, par rapport à des juristes, à des droits d'autres pays qui n'ont pas ce mécanisme d'imprévision, on va pouvoir agiter ça comme un épouvantail pour refuser notre droit. Refuser notre droit lorsque on est soit en négociation avec un partenaire étranger, soit lorsque on a 2 pays étrangers qui essaient de trouver un droit commun. Jusqu'à présent, on arrivait souvent encore à avoir le droit français comme droit tiers, mais avec tout ça, le droit français, à mon avis, a perdu la course. Donc, en conclusion de tout cela, c'est que les conseils généraux, en plus des conseils particuliers qu'on peut donner, c'est, bon, d'une part, la place du juriste devient encore plus importante, parce que, contrairement à ce que dit le garde des Sceaux, c'est pas en lisant le code civil qu'on connaîtra le droit. Donc il faut faire, et c'est pas en lisant les contrats non plus. Il faudra faire encore plus attention, et le rôle du juriste d'entreprise sera encore plus important.
Je pense aussi qu'il faut se dépêcher de conclure les contrats importants avant l'entrée en vigueur de la loi, puisque la plupart des dispositions ne s'appliqueront pas aux contrats en cours. Il faut également prévoir, lorsqu'on y a intérêt, par exemple, écarter l'imprévision, on a le droit de le faire, c'est supplétif, lorsqu'on a intérêt à écarter l'imprévision dans les contrats très, très importants. Et malheureusement, dans les contrats internationaux, eh bien, il faudra souvent donner le conseil, même à des opérateurs français pour leurs contrats avec l'étranger, de ne pas choisir le droit français, malheureusement. Et ça veut dire que la place de Paris va perdre en importance. Bon, c'est dommage parce que nous vivons à Paris, nous faisons du droit français, mais ça veut dire que Genève est plus intéressant comme place de marché juridique que la place de Paris. Et je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est que au-delà de l'attractivité du droit français, c'est un problème de compétitivité des entreprises françaises qu'on est en train de créer, parce que les entreprises étrangères, elles ne sont pas folles. Lorsqu'elles vont contracter avec des opérateurs français, avec des distributeurs français, elles vont choisir leur propre droit. Donc ça veut dire que le droit français ne s'appliquera plus au rapport entre un fournisseur étranger et un agent commercial français, un importateur français, un distributeur français. Mais, et c'est facile d'écarter le droit français parce qu'on est un peu absurde et schizophrène dans notre façon de raisonner, c'est qu'on a un droit très très rigide, mais on peut l'écarter dans les rapports internationaux en le soumettant à un droit étranger, avec une clause attributive de compétence à un tribunal étranger, une clause d'arbitrage, et la Cour de cassation dit que même si le droit français est une loi de police, on peut l'écarter par une clause attributive de compétence. Donc ça veut dire que les opérateurs français qui traitent avec des opérateurs étrangers ne sont pas protégés. En revanche, le fournisseur français qui traite avec une entreprise française, lui, il est soumis au droit français, il ne peut pas l'écarter. Donc ça veut dire que les fournisseurs étrangers ont un avantage compétitif, les fournisseurs français se retrouvent avec un droit français absolument défavorable pour eux. Donc les fournisseurs français sont défavorisés par rapport aux fournisseurs étrangers. Donc ça va au-delà de l'attractivité du droit, on est dans un problème de compétitivité des entreprises françaises. Voilà ce que je pouvais dire avec mon expérience de droit économique. Bien, chers amis, écoutez, après avoir écouté les frères Vogel, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. Tant je suis d'accord avec leur diagnostic. Vous savez, nous sommes, nous, juristes, un peu comme les médecins du corps social. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui a des connaissances théoriques et qui a une connaissance pratique du patient. Les gens qui gouvernent cet État ne sont pas de bons médecins. Ils ont une connaissance théorique qui vient de certaines grandes écoles, mais ils n'ont jamais ausculté un patient, ils n'ont aucune idée d'ailleurs de la manière dont vit le patient. Et ils me font beaucoup penser aux médecins de Molière, c'est-à-dire Diafoirus. Alors il y a des remèdes... Ah, ça c'est bloqué, non. Il y a des remèdes tout faits, comme la saignée... Je sais pas, j'ai un problème de micro. Non, ça va, on entend. Il y a la saignée et le clister, voilà, mais nous avons l'impression que ces gens-là n'ont aucune idée de la manière dont fonctionne la société réelle. Ils vivent dans une bulle spéculative et idéologique et également utopique. Et c'est extrêmement ennuyeux puisque les conséquences, Joseph Vogel vient de les décrire très bien. C'est le déclin du droit français et c'est la perte d'attractivité de notre système juridique et c'est un handicap supplémentaire pour les entreprises françaises. Voilà, la nature est très bien faite. Lorsque quelque chose ne marche pas, elle l'élimine. Malheureusement, il y a des moments où il faut revenir aux fondamentaux. Il y a un autre aspect des choses sur lequel je veux insister à titre liminaire, c'est que dans le bon gouvernement, il y a une balance à faire entre, d'un côté, l'équité, le devoir de justice et d'équité, de l'autre côté, la sécurité juridique. Et les sociétés modernes, qui sont des sociétés souvent utopiques, ne sont pas des sociétés de sens rassis comme celles d'autrefois, ont tendance à privilégier systématiquement la justice, l'équité, le bon sentiment, l'humanité sur la sécurité. Et c'est une erreur extrêmement grave, parce qu'il s'avère que l'insécurité juridique est encore plus nuisible que l'injustice. Alors ça, c'est une chose que les contemporains ont du mal à comprendre. Mais Goethe, le grand poète allemand et philosophe, disait « Mieux vaut une injustice qu'un désordre ». Ça a beaucoup choqué, mais c'est tout à fait vrai. Une injustice, elle est ponctuelle, elle est correctible. Un désordre, il est général, il entraîne la chute de la société tout entière. Et rappelez-vous, sous l'Ancien Régime,
Qu'est-ce qui a précipité la Révolution française, entre autres? Un sentiment d'insécurité juridique permanent. Parce qu'on ne connaissait jamais l'issue d'un litige. Le juge pouvait rendre des arrêts de règlement. Le juge disposait de 6 ou 7 sources de droit dans lesquelles il pouvait puiser. Les ordonnances royales, les édits du roi aussi, bien sûr sa propre jurisprudence, les arrêts de règlement, le droit romain, le droit canonique, les coutumes germaniques, les coutumes du Sud. On avait 6 ou 7 sources potentielles. Le juge pouvait faire à peu près ce qu'il voulait et il n'avait pas besoin de motiver ses décisions. Et souvenez-vous de cet adage célèbre, Dieu nous garde de l'équité des parlements. Et c'était pour une bonne intention, on voulait justement rendre une justice sur mesure, un peu comme aujourd'hui. Mais à force de vouloir verser dans l'utopie de la justice sur mesure, on aboutit au naufrage pour tous. Et le naufrage, ça a été la Révolution française, avec un bain de sang. Alors, c'est pas très rassurant tout ça, parce que là, nous constatons que les mêmes dérives sont à l'œuvre, et même il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Alors, j'en viens maintenant à la réforme proprement dite. Alors, vous pourrez bien sûr lire ce texte. Je ne saurais trop vous conseiller de vous mettre aussi au droit suisse. Il y a de très bons ouvrages publiés à Genève, notamment le Code des obligations, le droit civil des obligations, parce que c'est un droit stable. Il y a l'objet, il y a la cause, il y a la théorie de la confiance. Ça va vous rappeler vos études de droit, vous allez vous sentir rassuré soudainement. Et puis il y a des ouvrages francophones, notamment mon ami et collègue Daniel Guggenheim a fait un excellent traité de droit suisse en français d'une clarté parfaite. Au fond, on devrait peut-être d'ailleurs demander à être attaché à la Suisse, ça serait peut-être encore le plus simple. On aurait moins d'impôts en plus. Bon, et puis les autres, on pourrait toujours les envoyer, je sais pas, peut-être en Turquie, chez les réfugiés par exemple, tous ceux qui nous gouvernent. Puisque la Turquie va accueillir beaucoup de réfugiés. Alors, des réfugiés politiques peut-être. Bon, enfin voilà, en attendant ce grand soir que j'évoque, j'arrive à la réforme. Alors la réforme, c'était un peu une réforme honteuse, comme l'a montré très bien Louis Vogel, à la sauvette. Pas de débat parlementaire, le Sénat qui s'oppose à la quasi-unanimité, une consultation purement formelle dont on n'a pas retenu grand-chose. Alors quand même, j'ai vu que la théorie de l'imprévision, les clauses abusives joueraient uniquement dans les contrats d'adhésion. Ça a été une petite modification. On a eu très peu de temps pour réagir et on peut penser que les observations qui ont été formulées n'ont pas franchement été prises en compte. Ce qui nous arrange quelque part, c'est que ça permet de continuer à utiliser les réflexions qui ont été faites avant l'entrée en vigueur du texte, sur la base de l'avant-projet de 2013, puisque finalement, à 90%, c'est ce projet-là, cet avant-projet, qui est devenu l'ordonnance. Alors on vous a distribué tout à l'heure un commentaire raisonné et critique que j'avais rédigé en novembre 2014 pour Droit et Patrimoine. Je l'avais remis à jour, en avril dernier pour tenir compte de la nouvelle numérotation du projet d'ordonnance. Je crois que la numérotation a à nouveau changé. Bon, vous pourrez toujours refaire vous-même une remise à jour à partir du texte définitif qu'on vous a distribué. Mais là, je passe en revue tout ce qui m'a paru suspect. Cette réforme, tout n'est pas mauvais, comme l'a très bien dit Louis Vogel. On peut dire même que sur le plan quantitatif, la majorité des articles ne soulèvent pas de critiques particulières et sont une modernisation et une synthèse de la jurisprudence et des progrès de la doctrine et de la pratique. L'ennui dans ce texte, c'est que pour des raisons d'ailleurs idéologiques, qui tiennent à la personnalité sans doute de l'ancien garde des Sceaux, Madame Taubira, on a inséré sur une quinzaine de points des espèces de points de friction utopiques et idéologiques qu'on n'a pas pu faire sauter parce qu'on n'avait pas du tout de majorité ni au Parlement ni nulle part, maintenant au Sénat, mais enfin bon, à l'époque c'était absolument impossible. Et ces points, c'est ceux-là, c'est ces points de friction qui subsistent. Et c'est ceux-là qui sont ennuyeux. L'imprévision, les clauses abusives, la violence économique, l'erreur de droit. Alors celle-là, ça faudra qu'on en parle aussi tout à l'heure, l'erreur de droit, mais c'est monstrueux. C'est absolument abominable, ça j'en parlerai tout à l'heure, ça Louis Vogel n'en a pas parlé. Toutes ces choses-là, il y en a une quinzaine, on pourrait l'éliminer, mais on n'a pas voulu les éliminer pour des raisons sans doute politiques. Parce qu'il fallait donner des gages à certains groupes de pression, il fallait montrer à certains électorats qu'on était toujours socialiste, qu'on était toujours interventionniste.
L'ennui, c'est qu'on va se fracasser contre la réalité. Ça, c'est embêtant, et là, tout le monde est dans le même bateau. Est-ce que cette réforme, d'ailleurs, on a pu se poser la question, un auteur tout à fait éminent, Geneviève Vinet, a écrit à Semaine Juridique, là, il y a quelques semaines, une remarquable chronique sur justement la nécessité de la réforme, et elle montre très bien que ce qui était indispensable, c'était la réforme de la responsabilité civile, pas du tout la réforme du droit des contrats. Et Geneviève Vinet s'étonne qu'on ait procédé ainsi au saucissonnage de la réforme du droit des obligations, parce qu'on a commencé par les tranches qui étaient finalement les moins gâtées, alors qu'on aurait très bien pu les garder encore un peu au frigidaire, et que les tranches qui sont sérieusement moisies, celles-là, elles sont toujours en service. Et c'est en particulier la responsabilité délictuelle. Alors bien sûr, maintenant, le gouvernement annonce une grande réforme de la responsabilité délictuelle, mais ça, ce sont des effets d'annonce. Quand j'ai entendu tout à l'heure le communiqué du Conseil des ministres, je riais parce que c'est complètement stéréotypé. Vous pouvez placarder ça devant n'importe quelle réforme, et ça sera toujours pareil. Nous, on aurait fait un autre texte, on aurait pu même mettre le même avant-propos. C'est de la langue de bois, ça n'a aucun intérêt. C'est toujours mieux, c'est toujours plus simple, c'est toujours plus protecteur, c'est toujours plus sûr, il y a toujours une dynamique. Enfin bon, c'est absolument ridicule, quoi. On se paye de mots. On vit dans une espèce de bulle spéculative. Alors, Louis Vogel et son frère Joseph m'ont dit il faut parler de la naissance, de la vie et de la mort du contrat. Alors, bon, bah, moi, je vais faire comme un médecin. Je vais examiner cet être nouveau qui va naître, qui va vivre et qui va mourir, le nouveau contrat. Je vais constater que sa naissance va être troublée, que sa vie va être perturbée et qu'il sera sous le risque permanent d'une mort prématurée. Donc, pas un tableau clinique extrêmement réjouissant, comme vous pouvez le constater. Alors, d'abord, une naissance troublée. La naissance va être troublée de deux façons, de manière parfaitement inutile d'ailleurs, parce qu'on aurait très bien pu ne rien faire. Quelquefois, la paresse est bonne conseillère, hein, dans certains cas, ne rien faire, mais elle sera troublée, la naissance, d'une part par la mystérieuse disparition de l'objet et de la cause, et d'autre part par la bizarre apparition de la bonne foi au stade de la formation de l'acte. Alors, on a beaucoup parlé de l'objet et de la cause, et Louis Vogel, à juste titre, a déploré la disparition de ces concepts extrêmement importants qui structuraient profondément notre droit depuis un millénaire tout de même. Alors, supprimer d'un coup l'objet et la cause, qui présentait certes des inconvénients, mais que l'on avait aussi affiné, et dont certains auteurs avaient fait une analyse très détaillée. Je pense notamment au rapport Catala, qui avait parfaitement balisé la notion d'objet et de cause. Les supprimer d'un coup, alors on sait l'influence de François Terré sur ce point, mais c'est incompréhensible, et c'est presque criminel. On le remplace par quelque chose d'incompréhensible, qui est le contenu du contrat. Mais c'est quoi le contenu? Alors le contrat, il a toujours un contenu, parce qu'on ne signe pas une feuille de papier en blanc. Bon, il y a toujours un contenu, mais ce contenu, alors si c'est un contenu purement formel, on revient au stade formaliste du droit romain, donc c'est un saut de 1000 ans en arrière. C'est quelque chose de monstrueux de dire qu'on supprime l'objet et la cause. Alors après, on nous dit, mais rassurez-vous, alors on croit entendre Terré, oui, on la supprime, mais en réalité, on ne la supprime pas vraiment. Parce qu'on va la garder dans ses principales applications. Et effectivement, quand on regarde le texte, on constate que un certain nombre d'applications de l'objet et de la cause ressurgissent, notamment à 4 reprises. Alors moi, j'avais pris, bien sûr, l'ancien texte, c'était 1161, 1162, 67, 86, 1186. Par exemple, on voit réapparaître la condition d'une cause licite et d'un objet licite. On voit réapparaître l'obligation d'un objet déterminé ou déterminable. On voit réapparaître l'exigence d'une cause de l'obligation attendue contre contrepartie, notamment avec la jurisprudence chronopost qui est consacrée. Et on voit réapparaître aussi la théorie de la cause lorsqu'on nous dit que lorsque la disparition, lorsque la raison d'être d'un contrat disparaît en cours d'exécution, ça prive le contrat d'effet, on en fait même une application pour les contrats interdépendants. Alors, il y a 2 objections majeures. Alors d'abord, je ne comprends pas, sur le plan scientifique, comment
on peut dire qu'on supprime une théorie si on s'empresse immédiatement d'en maintenir les applications. Ça veut dire que la théorie a subsisté. De deux choses l'une, ou on a supprimé les concepts, et alors il n'y en a plus d'application, ou alors on a gardé l'application, et les concepts sont toujours sous-jacents. Ils sont toujours là en filigrane. Donc dire qu'on supprime une théorie mais qu'on garde ses applications, ça serait comme dire que je supprime la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais je conserve ses principales applications. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une erreur de méthodologie grossière qu'on n'admettrait même pas dans une copie de première année. Hein. Et je crois quand même que vous, si vous aviez écrit ça quand vous étiez à la faculté de droit, on vous aurait dit, écoutez, vous n'êtes pas fait pour faire du droit. Faites autre chose, mais faites de la communication, de l'art, n'importe quoi, la sociologie, mais faites pas de droit. Ça n'a ni queue ni tête. Alors, ça, c'est une première observation à caractère théorique. J'ai une deuxième observation à caractère pratique, c'est qu'on nous cite 4 applications concrètes, voulues sans doute par François Terrible, c'est lui qui a inspiré le texte. Mais moi, je pense à toutes les situations qui ne sont pas visées dans ces 4 textes, mais qui sont similaires, analogues. Je songe par exemple à la question du mobile déterminant entré dans le champ contractuel. Ainsi, le mobile fiscal, vous savez, les lois de défiscalisation. Et puis un jour, la défiscalisation est remise en question. Est-ce que l'investissement peut à ce moment-là être annulé? Est-ce que l'acquisition peut être annulée parce qu'il n'y a plus la possibilité de défiscaliser des revenus? Eh bien ça, on ne sait pas trop, parce que ça n'entre pas apparemment dans les 4 cases qui ont été assignées par le législateur. Donc vous voyez, là, il y a un problème extrêmement important et qu'on a créé de toutes pièces. Hein. Franchement, c'était pas la peine. Pourquoi alors là, vraiment, c'est pourquoi faire compliqué alors qu'il suffisait de ne rien faire, ou de préciser les notions d'objet et de cause. Après apparaît la bonne foi. Alors on se demande ce que la bonne foi vient faire au stade de la formation même du contrat. La bonne foi, on sait très bien qu'elle a un rôle dans l'exécution du contrat. Bon, c'est l'article 134 du Code 1804 qui dit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Alors, tout le monde est d'accord, et il y a eu de très grandes applications pratiques et utiles. Et ça, c'est un principe traditionnel. Bon. On sait aussi qu'il y a au stade des négociations, au stade de l'avant-contrat, au stade des pourparlers, il y a une obligation de loyauté qui repose là sur les principes du droit commun, c'est-à-dire que c'est éventuellement la culpa in contrahendo, la faute de l'article 1382 au stade précontractuel, où là, la bonne foi, bien sûr, peut être prise en compte. Mais le seul moment où la bonne foi doit être absente, c'est au moment de l'émission du consentement. Parce que quand vous consentez, la question est de savoir si vous consentez ou pas, et pas du tout de savoir si vous êtes de bonne ou de mauvaise foi. Dire que l'on consent de bonne foi ou de mauvaise foi n'a pas de sens. Ou alors, soit ça n'a pas de sens dans le meilleur des cas, alors là, à ce moment-là, ça ne servira à rien, ça sera un pur gadget. Ou alors, le juge va trouver un sens, et il va dire, je dois sonder les reins et les cœurs des contractants au moment même où ils échangeaient leur consentement. C'est ce que redoutait à juste titre tout à l'heure Louis Vogel et également Joseph lorsqu'il nous disait le juge va avoir un droit de regard sur l'état d'esprit des contractants au moment de la formation de l'acte, d'autant plus que tout le reste du texte nous montre cette intrusion du juge dans le contrat. Et ça, c'est absolument dramatique. Et puis d'ailleurs, moi je me pose une question, est-ce que le juge a les moyens financiers, matériels, les moyens de temps, temporel, la compétence pour aller devenir le tuteur de chaque contrat, enfin quelque chose d'absolument délirant, vu les faibles moyens dont dispose aujourd'hui la magistrature française. Alors qu'est-ce qui risque de se produire? Le juge va se défausser sur l'expert. Donc vous voyez, voilà le risque, c'est qu'on veut avoir le juge qui... Alors le législateur se défausse sur le juge se défausse sur l'expert. Et on va avoir un droit technocratique, un droit complètement rigide. Donc ça, c'est très inquiétant. Alors voilà pour la naissance, vous voyez, une naissance troublée qui va être le prélude à une vie perturbée. Alors ça, Louis, François et Joseph Vogel vous en ont bien parlé. Il y a d'un côté la menace des clauses abusives, dont on a beaucoup parlé déjà, et à juste titre, et puis il y a aussi la menace lourde de l'insatisfaction du créancier. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les clauses abusives tout d'abord, alors là je ne veux pas en parler énormément, on sait que dans les contrats d'adhésion, on va pouvoir traquer le fameux déséquilibre significatif dont on a déjà subi les effets en droit de la consommation
et avec le fameux article L442.6.1 du Code de commerce, avec tout ce qui a été dit avant, je n'ai pas besoin de développer tellement. Le problème, c'est que le contrôle des clauses abusives, c'est la porte ouverte à l'arbitraire du juge, comme le remarque mon collègue Stoffelmunk. Quand il y avait la théorie de la cause, le juge était obligé de regarder l'équivalent réel, l'économie du contrat, de faire une balance des intérêts en présence, et d'une manière très nuancée. Lorsqu'il s'agit d'attaquer les clauses abusives, on vous balance une liste de clauses abusives qu'on attaque. Souvent, le juge se contente de recopier la clause en disant « cette clause est manifestement abusive ». Il n'y a aucun raisonnement derrière. Parce que personne ne sait, et ça, il y a eu pas mal de doctrines là-dessus, personne n'a jamais pu dire en quoi consistait un déséquilibre significatif. Pour savoir si un déséquilibre est significatif et porte atteinte à l'économie du contrat, il faut revenir à la théorie de la cause, comme l'avait montré Capitan dans les années 20. Il faut regarder si l'équivalent voulu était satisfactoire. Et ça implique de revenir justement à l'objet et à la cause. Mais si vous coupez la notion de déséquilibre contractuel de sa source conceptuelle, qui sont la théorie de l'objet et de la cause, eh ben vous arrivez à des listes, finalement, à des listes par décret de clauses noires, interdites, ou de clauses grises, présumées abusives, avec un pataquès pas possible pour les autres, c'est-à-dire un contentieux permanent. Donc ça, c'est la première menace. La deuxième menace, c'est les risques qui pèsent sur l'exécution des contrats. Alors, il y a deux articles extrêmement inquiétants, qui sont les articles 1221 et 1222. Maintenant, ça a dû changer de numérotation, mais vous les retrouverez. Alors, le premier nous dit que les contrats peuvent faire l'objet d'une exécution en nature, à condition qu'il n'y ait pas d'impossibilité matérielle, morale ou juridique. Mais, très malheureusement, l'article 1222, qui a dû changer de numéro, mais peu importe, nous dit que le juge peut toutefois refuser l'exécution en nature, sans qu'il y ait d'impossibilité, si le coût de l'exécution paraît manifestement excessif ou manifestement déraisonnable. Alors ça, c'est extrêmement grave, parce que ça va être comme pour le déséquilibre significatif. On ne sait pas ce que c'est qu'un coût manifestement déraisonnable. Alors moi, j'enseigne beaucoup le droit de la construction, puisque je suis l'auteur, enfin, je fais la remise à jour du précis Dalloz, Malinvaud et Gestas, je fais aussi des parties du Dalloz Action en droit de la construction, et j'ai une certaine expérience de cette matière. Je sais qu'en matière de contrat de construction, les promoteurs constructeurs ont toujours une tentation permanente, c'est de renier la qualité des matériaux, de changer les éléments d'équipement, de réduire la dimension des pièces, de réduire la surface des parkings souterrains, et de chercher comme ça à raboter de tous les côtés. Et aussi d'allonger les délais de livraison. Qu'est-ce qui les retient d'aller trop loin dans cette voie? C'est la peur panique que dans leurs accédants à la propriété, il y en ait un, de temps en temps, qui soit un mauvais coucheur, genre vous et moi, un vrai juriste, et qui vienne dire « Ah mais attendez, oh là là, vous m'avez promis là du parquet, et vous m'avez mis du carrelage, ah mais ça va pas du tout, moi je veux du parquet. » Alors évidemment, ouais, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh ben ça fait que moi j'aime le parquet. Bon, et puis si vous n'êtes pas content, je demande l'exécution forcée. Ah bah oui, c'est trop cher, ah bah ça c'est votre problème. Jusqu'à présent, le juge dit, bah oui, pas de problème. Il faut mettre du parquet, c'est tout. Donc vous enlevez le carrelage, vous mettez du parquet, peu importe le prix, ça c'est pas un problème le prix. Ça a été même très loin. La Cour de cassation n'a pas hésité à ordonner la démolition pure et simple et la reconstruction de l'immeuble pour des questions d'implantation, de hauteur du rez-de-chaussée, d'orientation par rapport au nord et au sud. Donc ça va très loin. Aujourd'hui, si demain plutôt, le promoteur constructeur, ou d'ailleurs l'industriel, peut dire, et c'est là qu'on voit que la partie faible ne sera pas du tout protégée, contrairement à ce que dit le gouvernement, ah ouais, mais vous comprenez, monsieur le juge, ça sera trop cher, moi je peux pas, je ne vais pas m'amuser à changer tous les parquets. Vous vous rendez compte, le coût est manifestement excessif. Bah, le juge va dire, ah bah oui, on va donner une indemnité. Voilà. Donc c'est la fin de l'exécution forcée. Et ça, on a introduit, on a ouvert la boîte de Pandore. Donc vous voyez, de nouveau, le juge, intrusion du juge et risque d'arbitraire. Alors voilà pour l'avis de ce malheureux contrat, qui est ballotté. Vous voyez, ce contrat est malheureusement un enfant d'une famille désunie, qui est tiraillée, ballottée, une naissance troublée, une vie perturbée. Et en plus, maintenant, vous allez avoir un risque de mort prématurée. Alors, décidément, il n'a vraiment pas de chance. Hein. C'est un être débile
Il vit sous l'ombre menaçante de l'imprévision et il vit en plus avec la prolifération des vices du consentement. Alors l'ombre menaçante de l'imprévision, c'est l'article en 196 qui a dû changer de numérotation, mais qui nous dit qu'en fin de compte, si dans un contrat de longue durée, à exécution successive ou non d'ailleurs, les conditions économiques ont changé et que l'exécution devient excessivement onéreuse, et ça encore on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, excessivement onéreuse, le juge, en cas d'échec des négociations, pourra mettre fin au contrat. Bon, alors là c'est très dangereux, parce que finalement on donne au juge un pistolet chargé, avec le droit de s'en servir, et d'abattre le contrat si finalement les parties n'arrivent pas à s'entendre. C'est en quelque sorte, excusez-moi de cette comparaison, mais c'est un peu l'euthanasie du contrat. Il n'y a pas de doute, c'est l'euthanasie du contrat. En plus, le texte d'origine, je ne sais pas, là il faudrait vérifier, mais n'avait même pas réservé le cas où le contrat avait déjà prévu une clause de sauvegarde. Parce que ça, dans beaucoup de contrats de longue durée, on a déjà prévu une clause rebus sixtantibus. Donc au moins, il faudrait réserver cette hypothèse. Je ne suis même pas sûr qu'on ait pris la précaution de le faire. Il faudra qu'on vérifie. Alors tout ça est assez inutile, parce que dans la majorité des contrats conclus entre professionnels, il y a des clauses qui prévoient justement le risque d'imprévision. Et quand on est dans un contrat conclu entre professionnels et consommateurs, ou particuliers, là, le gouvernement a complètement oublié qu'il y avait généralement des statuts de protection de la partie faible, que ce soit en droit du travail, en droit des baux d'habitation, en droit des assurances, ou encore en droit de la consommation. Il y a des dispositions protectrices d'ordre public nombreuses qui permettent toujours à la partie faible au contrat de se dégager de celui-ci, parfois d'ailleurs sans préavis, ou avec un préavis de courte durée. Donc on ne voit absolument pas l'intérêt d'aller mettre dans tous les contrats du Code civil cette théorie de l'imprévision, alors que les contrats, que les régimes spéciaux contractuels qui sortent du droit de la consommation, du droit du travail, du droit des baux d'habitation, de tous ces régimes protecteurs, ont déjà prévu le risque d'imprévision. Donc là, il y a une méconnaissance totale de ce qui faisait l'équilibre du droit français. Vous voyez, il y a quelque chose de dramatique dans le fait que les gens qui ont fait ce texte n'avaient pas en vue le droit français tel qu'il était, mais des utopies qui vivaient dans leur monde, dans leur bulle spéculative. Ça, c'est très inquiétant. Alors, l'autre danger, c'est la prolifération des vices du consentement. On vous a parlé déjà, et là je ne reviendrai pas trop dessus, de la violence économique. C'était l'article 142, le fait d'abuser de l'état de nécessité ou de dépendance. C'est une définition qui est beaucoup trop floue, parce que la Cour de cassation avait de temps en temps admis la violence économique, notamment dans un arrêt du 3 avril 2002, mais elle avait balisé le concept, elle avait dit attention, c'est l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. Donc là, c'était quand même beaucoup plus précis. Alors, le fait d'abuser de l'état de nécessité ou de dépendance, ça peut s'appliquer à n'importe quel contrat conclu dans l'urgence. Je vais vous donner un exemple. J'ai une fuite, un dégât des eaux, j'ai une fuite d'une canalisation qui éclate un week-end. Je fais venir en urgence un plombier d'urgence à 3 heures du matin. Il va me facturer évidemment un tarif qui sera beaucoup plus élevé que le tarif normal. Après, je pourrais dire, ah ben non, il a abusé de mon état de nécessité et de dépendance. Sans ça, j'avais de l'eau dans ma maison qui coulait partout. Ah oui, alors à ce moment-là, tous les contrats conclus dans l'urgence vont pouvoir être attaqués. Ça, c'est très dangereux, et puis ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a vu avant. Donc quand même, ça en rajoute encore une couche. Louis Vogel n'a pas parlé, ni non plus son frère Joseph, d'autres dangers. Notamment, on a multiplié les cas d'erreur. Par exemple, on consacre l'idée très dangereuse que l'erreur inexcusable est toujours admissible quand elle résulte d'une réticence dolosive. Mais ça, c'est une question qui était extrêmement controversée, qui a été une position de la Cour de cassation qui l'a entérinée, mais qui a été très très attaquée, notamment par un auteur tout à fait remarquable qui est Jean Mouly, qui a montré l'absurdité totale. Parce que si, dans un dol par action, dans un dol par manœuvre, effectivement, on peut, par faveur pour la victime, admettre son erreur inexcusable, dire la victime a été naïve, la victime ne s'est pas rendu compte. Bon. Mais quand il s'agit d'une réticence dolosive, le contractant n'a fait que garder le silence.
Et si l'autre partie commet une erreur inexcusable, c'est de deux choses l'une. Soit elle ne s'est pas trompée du tout, elle était tout à fait au courant, parce que en réalité, elle joue les imbéciles. Bon, ça, c'est une première mesure, donc il n'y a pas de dol, en réalité. Parce qu'on n'a pas obligé d'enfoncer des portes ouvertes. Je vous vends une maison avec un vis-à-vis, avec un mur devant, après vous dites, ah bah oui, mais vous m'avez pas dit qu'il y avait un mur. Alors, le mur, vous l'avez vu? Ah bah non, bah, j'ai pas fait attention. Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, je joue